Bon ben, merci d'être là pour cette première conférence du domaine d'études numéro 1, inventé dans l'existant. Voilà, donc c'est une série de 3 conférences. Donc la première aujourd'hui avec, je vais présenter les architectes qui sont là. Il y aura une autre le 20 mars, ce sera Studio Lada, et le 24 avril, Plan commun. Voilà, donc les 3 conférences du domaine d'études inventé dans l'existant. Donc ce soir, on reçoit Christelle Avenier et Miguel Cornejo, voilà, qui sont des architectes installés à Paris, qui se sont rencontrés, enfin qui ont été étudiants à Paris-Villemain, qui n'existe plus Paris-Villemain maintenant, qui est un regroupement à Val-de-Seine, et puis après qui ont eu plusieurs expériences à l'étranger, au Chili, pays originaire de Miguel, et puis aux États-Unis aussi, je crois. Voilà, donc c'est un... Et ils travaillent principalement, effectivement, en région parisienne, mais ils ont livré une opération à Nantes. Je ne sais pas si vous la présentez ce soir, mais en tout cas, il y a une opération à Nantes. Et comment les caractériser? Je vais aller rapidement parce que je pense que ils le feront mieux que moi. Des architectes qui travaillent beaucoup sur la question de la matière, du matériau, un peu de la rudesse d'ailleurs du matériau, du côté un peu brut du matériau, et en jouant sur, si on prend le béton ou la brique, il y a beaucoup de projets en brique, sur comment en fait travailler la texture et la modénature, le relief, la transparence, l'assemblage, etc. avec 2 modes totalement différents. Un béton qui appelle plutôt la défonce, le creux, et la brique qui est plutôt un assemblage. Voilà, je vais pas en dire plus. Donc sinon, c'est une agence qui a été remarquée par plein de prix aussi, hein, c'est important. Christelle a été, donc ils ont été nommés à l'éclair d'argent cette année, hein, en 2024, pour un projet rue d'Arro. Voilà, c'est comme ça que je les ai connus, parce que j'habite juste en face de ce bâtiment. Donc je l'ai vu monter en direct pendant 24 mois à peu près. Voilà, le chantier qui m'a pas du tout dérangé, donc c'est pour ça que je les ai invités. Et puis, ils ont eu le prix, le prix du logement par l'Académie d'architecture. Et Christelle d'ailleurs est installée maintenant comme membre de l'Académie, où elle a fait, je crois que c'était le discours sur Adrien van Silber, son discours d'investiture, et elle est aussi élue femme architecte 2022. Voilà, je crois que j'en ai assez dit, puis je vais les laisser parler. Donc la présentation, puis après on aura un petit temps d'échange avec eux. Vous pourrez leur poser des questions. Merci à vous. Merci. Merci pour cette présentation. Donc bonsoir à tous. On est content de pouvoir venir vous présenter notre travail. Donc merci pour l'invitation de l'école. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager un petit peu notre expérience. Et en fait, le fait de venir vous présenter nos projets, ça nous a un petit peu forcé à avoir du recul sur notre production. On a essayé un petit peu de chercher le fil conducteur, le fil commun qu'on retrouvait sur nos projets, et analyser aussi le processus de création qu'on a ensemble. Donc avec Miguel, on travaille, on a étudié depuis la 2e année à l'école d'archi, et on travaille ensemble depuis tout le temps en fait. Donc on a grandi, on a évolué ensemble en architecture. Donc on se comprend avec des manières de travailler, voilà, plein de moyens divers. En fait, quand on prend un projet, il y a énormément de facteurs extérieurs, que ce soit le contexte, le site, le budget, le client, notre état émotionnel, l'actualité, les modes. En fait, tout ça contribue à créer une ambiance, et nous, en fait, sur tous les projets, on est dirigé par une énergie, une évidence qui nous fait avancer. Et c'est ça qu'on va essayer de vous traduire
sur 5 projets de l'agence qu'on va vous présenter un petit peu ce qui nous nourrit et ce qui nous anime. Oui, vous m'entendez? Oui. Voilà, donc on a donné le titre de Triangle of Happiness à cette conférence parce que c'est une figure qui illustre un processus de réflexion auquel on soumet le projet à chaque phase. Et donc, que ce soit dans la conception, dans la réalisation, mais aussi au-delà du projet. Et quand il est livré, il devient aussi un lieu habité, un équipement. Et donc, c'est tous les contraintes et toutes les décisions qui vont venir impacter le projet qui nous intéresse à chaque étape et qui le rendent unique. Et d'ailleurs, pour nous, c'est important l'idée, enfin, la notion de que à chaque projet qui démarre, c'est quelque chose immatériel qui l'impulse, quelque chose c'est une idée, une envie, bien sûr avec un cahier des charges qui va venir le cadrer. Il y a un programme, mais et qu'ensuite tu vas passer dans la construction. On va rencontrer un biocontrôle, des règles, des constructions et aussi des contraintes économiques qui vont aussi le modeler pour ensuite devenir un lieu de vie où les murs ils vont disparaître. On va rester dans l'émotion. Et cette émotion, en fait, c'est lié à un lieu où on habite, on grandit, on mange, et on contemple la vie et notre vie. Et donc c'est ça le fil conducteur. Enfin, c'est un des fils conducteurs qui nous guide. Alors, on va vous présenter un premier projet. Donc, c'est Les Lilas. C'est un projet qu'on a fait avec l'agence Chartier d'Alix, avec qui on était à l'école. Donc, on a partagé nos études, des fêtes, plein d'événements, et on s'est retrouvés assez tôt. Les 2 agences étaient de taille très petite sur un concours organisé par la RIVP. Et du coup, on avait vraiment une envie folle de gagner et on a créé une agence avec les 2 entités. C'était vraiment une expérience qui était assez importante pour nous. Et donc, sur ce projet, je pense que ce qui nous a nourris, la triangulation qu'on peut trouver ici, c'était la force du collectif, un élan, tout était possible, et un client qui nous a fait confiance, donc la ville de Paris, la RIVP. Et donc ici, ce projet se situe dans le 20e arrondissement, au nord de Paris. C'est un projet qui est très dense, donc c'est une construction d'un foyer de 240 logements, donc pour migrants et jeunes travailleurs, et en rez-de-chaussée il y a une crèche. Je me levais. Donc on peut voir la densité de ce bâtiment. On est en périphérie, mais on est quand même dans Paris, et on a 9 étages avec, on peut voir en toiture des éoliennes. Donc ici c'est l'organisation du programme. C'est un programme qu'on a placé d'une manière très rigoureuse. Vu qu'on avait ces 240 studios, on a vraiment fait plomber tout ce qui était voile, fluide, enfin vraiment une organisation très drastique. Et on avait quand même envie d'offrir un peu de générosité pour tous ces logements. Et au 3e étage, on a créé l'étage commun. En fait, au moment du concours, on avait plein de programmes comme la laverie, une salle de restauration, et tout était dispersé sur les étages. Et en fait, nous, on a eu envie de tout rassembler pour leur procurer un étage balcon et un étage qui vienne un petit peu troubler tout cet ordre et venir ouvrir le bâtiment. Donc on a 2 failles, une verticale pour éclairer toutes les circulations, parce qu'on a un bâtiment qui fait 77 mètres de long, et on voulait quand même amener de la lumière naturelle au sein du bâtiment. Et on a la faille horizontale qui est alignée sur le cinéma mitoyen. C'est un bâtiment qui a été réalisé par Ardel Le Bihan. Ils ont également une terrasse
en R+3, et donc on est venu se caler sur la même altimétrie pour recréer un nouveau niveau urbain. Et on a donc cette résidence où, dès qu'on a pu reprendre les codes de la brique, puisque c'est un bâtiment qui est en brique, on a repris, par exemple, pour la porte d'entrée, le dessin de la brique. Pour tout ce qui est occultant, on a aussi une perforation qui reprend le dessin de la brique. Et on a travaillé, on a voulu aussi prendre la mission du graphisme, et on a travaillé le graphisme, la signalétique de tout le bâtiment. Les circulations verticales sont éclairées naturellement parce qu'on voulait que les jeunes prennent les escaliers plutôt que l'ascenseur. Et là, on est au 3e étage. C'est la salle de restaurant. Enfin, c'est une salle, c'est pas un restaurant, c'est une salle où ils peuvent venir cuisiner. Et on a réussi à avoir une matérialité assez qualitative parce qu'en fait, on avait une économie d'échelle avec ce projet qui nous a permis de dégager un budget pour les espaces communs. Donc ici, on peut voir le plafond qui se prolonge intérieur et extérieur en TQ Gold, et on a beaucoup de panneaux de vitrage et des panneaux en miroir. On a ensuite, une fois que le bâtiment était livré, on a fait venir un photographe qui s'appelle Mir Muratet et qui a passé 3 jours dans la résidence et qui a pris des photos des résidents et de la vie en fait du bâtiment. Parce qu'en fait, on aime bien revenir sur les lieux et voir un petit peu comment le bâtiment évolue, comment le bâtiment vit. Donc là, c'est la salle commune. Encore une autre salle du R+3. Là, c'était après une fête. Je crois que c'était la première naissance dans le bâtiment. On a des salles de travail. Une laverie qui est éclairée également d'une manière naturelle. Il y a une salle de gym. Et on a ces extérieurs qui permettent de nous rassembler, d'échanger, mais également de s'isoler et de contempler. Donc là, on est dans les circulations communes. On a un vitrage qui nous permet d'avoir ces parties éclairées naturellement. Et là, on est dans une des chambres. Donc, on a 240 chambres. Les chambres font 23 mètres carrés. On a réussi à avoir la mission mobilier. C'est quelque chose qu'on aime bien faire pour aller au bout du détail, que les gens aient le moins d'objets à ramener et le moins d'achats à faire. Et donc, on a travaillé la cuisine avec un système de porte à coulisses qui pouvait camoufler la cuisine et transformer la pièce à vivre en chambre ou en salon. Une salle de bain avec un grand plan de travail pour pouvoir disposer de tous ces produits de beauté. Et puis après, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui ramènent quand même du mobilier, qui veulent trouver leur appartement avec une approche différente. Et ensuite, on a la crèche, donc qui se trouve au rez-de-chaussée. C'était vraiment une parcelle un petit peu ingrate. Elle était très étroite et on a dû un petit peu se creuser la tête pour trouver une petite cour et un jardin pour la petite crèche. Et donc, c'est le long de la façade qu'on a trouvé ce long cheminement, qu'on a essayé de creuser et de bouger pour enlever le côté un petit peu linéaire. Et on a une protection également en maille pour se protéger des projectiles. Voilà, et on a travaillé également la signalétique pour la crèche avec un petit système de gouttes qui se répertorie dans toutes les salles et qui se transforme en petites figurines. Ce projet-là, c'est aussi notre premier projet en briques.
avec Christelle, nous avons démarré les études à Grenoble, donc on était aussi proche des cratères, et je pense que ce travail sur la Terre, c'est resté un peu dans nos esprits, et d'autant plus que la parcelle, c'est une parcelle au nord de Paris, à côté du boulevard périphérique, donc on nous a amené vers à la recherche d'un matériau résistant, noble, et la brique est devenue une évidence. C'est grâce à elle qu'on a réussi aussi à créer un volume qu'on a travaillé en le creusant, en créant vraiment un rythme, en creusant ces deux failles, horizontales et verticales, mais aussi les fenêtres. C'est aussi un travail récurrent à l'agence. Les ouvertures, on les traite de manière ici assez spéciale. Une seule fenêtre répétée à 240 fois, car c'est 240 logements. Et ici, c'était un châssis fixe pour un ouvrant, avec un ouvrant doté d'un volet coulissant pliant avec en métal, avec toujours le thème de la brique perforée. Et donc ça nous a permis en fait non seulement d'avoir une économie d'échelle, mais préserver une image sur l'ensemble du projet. Donc on est vraiment dans un volume R+9 assez important dans la ville qui, grâce à la brique, a une écriture assez simple sur les failles et sur les ouvertures, ont marqué un peu ce quartier-là avec voilà cette notion-là d'identité des quartiers qui devient pour nous quelque chose d'assez assez important. Et c'est cette notion-là qui nous permet d'introduire ce mot-là qui est l'Einfühlung, l'empathie, qu'on emprunte à un historien d'art suisse du siècle dernier, Wölfflin, pour qui en fait le rapport entre l'observateur et l'ouvrage d'art ou l'ouvrage architectural n'est plus de l'observation mais plutôt de l'émotion. On a une projection vers entre le corps et l'ouvrage qui rentre dans l'empathie esthétique pour créer cette notion d'identité. C'est pour ça que je vous montre cette image. On vous montre cette image de Bergstrom au-dessus des Paris, d'Helmut Newton, qui est au-dessus de la ville, et le regardant, mais aussi il y a une image, enfin elle renvoie l'image vers elle. Donc c'est cette relation-là qui nous intéresse dans le travail de l'identité des bâtiments. Et ça enclenche aussi avec ce projet-là, la rue d'Anton à Pantin, dans lesquels l'identité est travaillée avec une triangulation entre la mémoire du lieu, la matérialité, mais aussi l'environnement proche, donc le canal qui est très fort, le canal de l'Ourcq. Donc c'est un projet de logement privé pour Emerige et la CEMIP. Donc c'est 3 bâtiments avec 88 logements et un local d'activité. On est dans le nord de Paris, la première petite couronne, et c'est donc cette image qu'on a depuis le canal. 3 bâtiments, 2 parcelles, un projet. On a travaillé avec un vocabulaire commun, la trame et la modénature de la brique. La brique, c'était un peu l'évidence. On était à côté des grands moulins. Il y a de la brique à Pantin. On aime bien cette matérialité. Et on a travaillé une modénature assez fine. Néanmoins, chaque bâtiment a sa colorimétrie pour pouvoir se détacher du projet. Donc là, on a le premier qui est sur la place, qui est de couleur rouge, celui-ci qui est gris foncé, et un gris clair qui est un peu plus proche du canal. Pour les 2 bâtiments proches du canal, on a également un jardin. On a réussi, en fait, c'était un concours, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a gagné ce concours, c'était la création de ce jardin. On avait 3 arbres existants qu'on a réussi à garder,
Le parti pris qu'on avait, qui était de rassembler le plus de logements possible sur les 3 bâtiments, nous a permis d'avoir un jardin de 800 mètres carrés. Et c'est un lieu qui est assez précieux pour les habitants, puisque ils viennent. Je sais qu'ils passent du temps soit avec les enfants le week-end, soit le soir pour prendre des apéros ensemble. Et c'est un jardin qu'on peut voir aussi depuis la placette. Et je pense que cette transparence sur le cœur d'îlot a dû jouer au moment du concours. Les halls d'entrée, c'est les premiers lieux qu'on rencontre quand on pénètre dans le bâtiment. Ils ont été aussi on a beaucoup travaillé les halls d'entrée pour avoir une qualité, que ce soit au niveau des matériaux, mais aussi des volumes et de la luminosité, puisque c'est un lieu où on peut également échanger avec ses voisins. En revenant sur les lieux, on a pu rentrer chez quelques habitants ou qui nous ont laissé prendre des photos, et on a senti ce bien-être, et on s'est dit on a dû créer quelque chose quand même qui les a laissés se projeter. Là, on revient sur la matérialité, toujours sur de la brique. Ici, un peu plus riche au niveau de la ornementation que le projet précédent. On travaille vraiment sur le relief pour accrocher la lumière et faire vibrer la façade. Donc, on est toujours dans un volume qu'on creuse pour donner cette vibration, mais aussi pour créer des espaces extérieurs. On vient creuser pour créer des logias et des logias qui vont préserver l'intimité. En effet, en fait, sur ce projet-là, on a pris une logique des espaces extérieurs en logia pour tout ce qui est espace public, et à l'intérieur, en cœur d'îlot, on est plutôt sur des balcons, voire des terrasses. Donc cela a permis de créer un petit jeu tout en cherchant un dialogue entre les trois bâtiments qu'on voit ici, mais aussi en essayant de percevoir des vues vers le canal, vers le lointain. Chaque appartement est travaillé d'une manière à chercher un peu cet horizon-là. C'était aussi une manière de travailler sur le quartier et sur ce quartier nouveau qui venait en fait des créer. Donc là, on est sur un autre projet, c'est à Belleville, toujours dans Paris. C'est un projet c'est un concours, et donc c'est pour un EHPAD. C'est un bâtiment des années 70 qui était déjà un EHPAD, qui était vétuste, qui n'était plus aux normes niveau sécurité incendie, et qui comportait des balcons qui étaient plus du tout utilisés, et il y a les pigeons qui venaient les utiliser, mais pas du tout les habitants. Et c'est donc sur cette problématique qu'on a travaillé. Donc on avait cet existant, il y a une démolition à faire, et nous, ce qu'on a voulu, c'était profiter de cette démolition pour faire évoluer les codes. On a voulu faire un projet où le côté clinique disparaissait et laisser place à un côté domestique. En fait, à l'agence, les architectes sont plutôt jeunes, et le côté EHPAD ne leur parlait pas du tout. Et on s'est dit, on va essayer de créer un EHPAD qui nous ferait plaisir, qui nous ressemblerait si jamais on doit y aller. Donc on est dans le 20e arrondissement, c'est pour la ville de Paris, et on a créé 94 chambres pour 94 lits. Donc là, c'est la démolition, c'est une démolition lourde. On a cassé les façades, toutes les cloisons intérieures, on a gardé que le béton, les dalles et les poteaux. Donc on avait un squelette. On a dû désamianter, donc on a dû protéger le chantier intérieur, mais on a dû également protéger les bâtiments mitoyens.
Donc en fait, pour ce projet, ça c'est le bâtiment existant. On est venu enlever les façades et rajouter des façades nouvelles, mais élargir le bâtiment de 2 mètres pour proposer un petit peu plus de 2 mètres carrés pour que les chambres soient aux normes et qu'elles aient plus de générosité. Donc on arrive sur une façade en briques, puisque le quartier a beaucoup de bâtiments en briques également. On a gardé le côté triangulé pour faire un petit clin d'œil au balcon qui était là dans les années 70. Et on a travaillé le mouchard à biais au niveau du rez-de-chaussée pour venir protéger les cuisines et les bureaux qui se trouvent sur ce niveau. Ici, c'est la rampe pour arriver dans l'EHPAD. Et en fait, quand je disais tout à l'heure qu'on a essayé de faire changer les codes, c'était surtout au niveau de la matérialité. Nous, on a voulu garder un petit peu l'aspect béton qu'on a pu maintenir sur quelques poteaux. On voulait un sol en terrazzo. C'est incroyable, mais le terrazzo, on a mis des mois pour le faire passer. Mais on a réussi à le mettre dans la salle de restaurant. Et aujourd'hui, on a une salle de restaurant qui ressemble pas du tout à un EHPAD. On a même une terrasse extérieure qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et voilà, c'était tout un combat pour la matérialité, pour réussir à avoir une ambiance domestique, à faire rentrer la lumière dans le logement. Parce qu'en fait, les personnes âgées restent toute la journée alitées quasiment. Et leur seule vue, c'est ou la télé ou l'extérieur. Donc pour nous, la fenêtre, la luminosité qui venait de cette fenêtre, elle était très importante. Et on a réussi à travailler et à avoir plutôt un côté hôtelier plutôt qu'un côté clinique. On a eu également sur ce projet la mission mobilier qui nous a permis de ramener un peu de chaleur dans ces chambres. Et en fait, on a eu un retour puisque le projet a été livré depuis 2 ans et que ce soit le personnel soignant, les habitants ou les visiteurs, donc la famille ou les amis, tout le monde trouve que cet EHPAD est plutôt agréable et bien noté en fait. Oui, donc ce travail en finesse pour créer des ambiances assez domestiques et passer bien sûr sur des choix des matériaux nobles, un espace végétal que je vais vous montrer par la suite et aussi bon, on est dans une réhabilitation, donc on pouvait plus faire des incorporations électriques et donc tous ces choix des mises en évidence de tout ce qui est interrupteur luminaire a créé aussi un jeu graphique qui a marqué aussi la résidence comme presque un petit hôtel. Donc voilà, c'était un jeu qui je pense qui a ajouté un petit plus dans cette image d'EHPAD. Et donc, grâce au travail des paysagistes de base, avec qui on a travaillé ensemble, on a mis en place, on a bénéficié en fait d'un jardin existant, préservé, sauvegardé en fait. Et on a réussi à garder ces arbres, des arbres existants très hauts, et on a réussi à avoir donc à créer une terrasse. Une terrasse complètement en connexion avec l'intérieur, avec les espaces des restaurations, qui permettaient de prolonger en fait tout le rez-de-chaussée et créer des transparences vers ces cordilots verts. Et pour accueillir justement les résidents, mais aussi les visiteurs. Voilà l'ambiance un peu de cet espace végétal dans lesquels en fait on a voulu travailler un petit parcours, un petit jeu pour motiver les résidents à aller jusqu'au bout. Il y avait une petite rampe d'aller jusqu'au bout du jardin pour le faire un petit peu d'exercice. C'est aussi devenu, enfin c'est aussi un vrai îlot de fraîcheur car en temps estival, c'est un lieu très agréable pour des fortes chaleurs. Et on sait que dans ces lieux-là, voilà, quand la mobilité est réduite, tout espace proche est important à préserver. Je reviens sur la façade.
encore de la brique. Cette fois-ci, on a eu du mal à trouver cette brique-là. On l'a cherché un peu partout. On a trouvé la colorimétrie, mais aussi une longueur spéciale. C'est une brique réalisée par Petersen, une fabricant en danois, qui a été réalisée pour le musée de Columba, réalisée par Peter Sumpter à Cologne. Et donc cette Columba nous permettait de créer des pièces sur mesure pour créer les angles. C'est une brique assez longue. Et donc qui est très élégante et qui fait écho à tous les équipements en briques du quartier. C'est pour ça le choix est là et l'attente. Ce travail sur la brique, sur la matérialité, c'est quelque chose qui nous est cher en fait et qui on développe de plus en plus au niveau du chantier avec les ouvriers en fait. Je pense que c'est un rapport qui se crée à chaque chantier, enfin qu'on cherche à créer à chaque chantier avec les conducteurs des travaux, et que ce type de matériaux permet vraiment de créer des détails, d'amener des courbes, de créer des mouchards habillés, et que souvent sont relevés grâce à la confiance et à l'enjeu. Donc là, c'est Raphaël, le conducteur des travaux de la brique, et qui était fier en fait de son travail. Et donc, je pense que quand on arrive à créer aussi une dynamique, cette dynamique-là en chantier, on arrive à faire des belles choses. Voilà une image en pointant de cette façade-là à côté cour. Donc ici, c'est un autre projet, c'est pour La Sirène. Donc c'est un projet où on a travaillé avec une association de musiciens qui est propriétaire du terrain. On avait un programme mixte, c'est-à-dire logement et programme culturel, et toujours comme client la RIVP, puisqu'on les avait déjà eu avec les Lilas. Et donc c'est un peu cette énergie-là qui nous a motivés. Donc c'était un concours également. On est dans le 14e arrondissement. Voilà, 51 logements et l'équipement culturel dédié à la musique pour l'association La Sirène. Donc ici, c'est le terrain qui appartient à La Sirène depuis 150 ans. Donc c'est une association de musiciens amateurs. Ce terrain a été vendu dans les années 70 à des promoteurs pour construire un bâtiment de logement assez luxe qui s'appelle le Méridien. Et les promoteurs avaient construit un petit édifice pour les musiciens. Aujourd'hui, cet équipement n'est plus aux normes. Ils pouvaient plus recevoir de public, donc ils pouvaient plus l'utiliser. Et donc il y avait un nouveau projet à faire. Donc l'association a appelé un promoteur qui leur a proposé un projet en R+11. Ce projet a été refusé par les riverains au niveau du PC. Je crois que c'est une histoire que connaît bien Louis, qui habite pas très loin. Et donc ils sont allés chercher la RIVP qui en fait c'est un bailleur social de la ville de Paris, mais qui a une culture architecturale reconnue. Et donc la RIVP a fait un concours, a fait un bâtiment avec des hauteurs beaucoup plus raisonnables. Et donc on a un bâtiment qui s'élève en R+6. On a donc La Sirène, l'association qui se développe sur le rez-de-chaussée rue d'Arrault, et la résidence qui se développe sur les volumes en épanelage en R+6, côté rue du Bois. Et en effet, ce projet-là, il est très marqué par son environnement. On est dans un quartier très éclectique, mais aussi très marqué parce qu'on est adossé à ce projet-là des années 70, le Méridien, dont la trame et son écriture nous a marqué, nous a inspiré, d'où le rythme des façades et de la trame de notre projet, qui met en œuvre en fait en œuvre la structure en béton
déviant aussi la façade. Et c'est cette postulat que nous avons développé avec un béton sur tout le bâtiment en autoplaçant, accueillant une feuillure comme ornement, et qui est au rez-de-chaussée vient être travaillé, vient être bouchardé pour dévoiler les agrégats en fait qui le composent, vient être aussi travaillé avec une autre feuillure complémentaire, vient être aussi travaillé avec une incrustation qu'on voit ici sur le béton. C'est le jeu des matières qui nous a intéressés sur ce niveau-là. On vient le prolonger aussi au centre de l'équipement. On le ponce au sol comme un terrazzo mais beaucoup plus économique. Et il vient aussi être matricé, oui, tout à fait, avec voilà une matrice qui reprend en fait aussi la figure de luminaire, mais surtout qui fait écho à la finesse de la musique. Donc ici, sur cette axonométrie, il y a l'organisation du projet. Donc l'association La Sirène avec son entrée sur la rue d'Arrault, son auditorium qui se trouve au 3e sous-sol, 2 salles de répétition, des locaux techniques, et donc son entrée qui est traversante. Et sur le volume supérieur, on a les communs de la résidence et l'entrée qui se trouve sur la rue du Bois. Donc ici, c'est l'entrée de La Sirène. On voit la matérialité qu'on a voulu garder assez brute et, comme l'a décrit Miguel, du béton. Et donc on n'a pas rajouté de couleur, mais on a voulu rajouter des matériaux naturels. Donc le faux plafond acoustique, c'est de la fibre de bois. On a des portes en bois, des châssis bois. Et on a aussi essayé, quand ceci était possible, de faire de la récupération. Et donc ici, on a récupéré les anciennes poignées de La Sirène qu'on a réussi à patiner d'une teinte cuivrée. Et donc la descente des escaliers pour nous amener à l'auditorium. Donc l'auditorium, c'était, il y avait un challenge au niveau de la structure, c'est qu'il devait faire 6 mètres de haut, 200 mètres de surface et aucune retombée de poteaux. Donc c'est grâce à notre bureau d'études EVP, le bureau d'études structure, qu'on a travaillé, parce qu'on a quand même, il faut imaginer qu'on a quand même les 6 étages de logement qui reposent sur la proue, sur la salle. Et ils ont réussi. C'est une boîte dans la boîte. Là, on peut voir sur les murs en bois la séquence de Schroeder pour l'acoustique. Cette acoustique, elle est réglée aussi avec un rideau qu'on peut bouger à la convenance. Et donc ici, on a le début de l'installation des musiciens. Et aujourd'hui, en fait, nous, on était très jusqu'au premier concert, on attendait un petit peu le verdict parce que les calculs étaient bons, mais on avait vraiment envie d'attendre le jour fatidique. Et apparemment, la salle de concert marche très bien, ils sont contents. Là, c'est le côté rue Émile Dubois, donc c'est la résidence. On a donc les 6 étages avec les épanelages qui libèrent quelques terrasses et le premier étage qui est l'étage commun. Donc c'est une résidence qui s'appelle Madeleine Pelletier, c'est en hommage à une femme médecin au siècle dernier, donc une des premières psychiatres ultra activiste au niveau du féminisme. Et voilà, on lui a fait un petit hommage. Là, c'est le premier étage où on peut voir des petits rappels d'écailles, parce qu'en fait, c'est un montage financier qui est spécial. La RIVP est propriétaire du bâtiment pendant 99 ans, et dans 99 ans, il redeviendra propriété de La Sirène. Donc on a voulu mettre une petite image sur chaque étage pour que La Sirène se réapproprie le bâtiment. Donc là, on est sur la salle commune. On a une salle de gym. C'est une résidence qui va être
qui va être habité par des jeunes infirmières, des jeunes agents de gardiens de la paix et quelques étudiants. Donc on avait envie de leur faire des lieux où ils pouvaient se rencontrer, que ce soit le plus plaisant possible. Donc là, on est à la fois à l'extérieur mais protégé pour pouvoir s'installer dehors, pour travailler ou pour manger. Pareil, comme sur les lilas, on a fait des circulations extérieures éclairées naturellement. On a essayé de garder la teinte, la tonalité du béton et de venir mettre des couleurs assez chaleureuses pour avoir des logements d'une qualité un petit peu plus poussée que les premières résidences qu'on a fait. En fait, on a voulu amener encore plus de qualité. Les cuisines sont en corian. On a beaucoup de matériaux comme le bois, et on a également eu la mission mobilier sur ce projet. Là, c'est un des logements types. Il fait 23 mètres carrés à peu près, et on a travaillé tout ce qui était meubles. On a au niveau des chaises, c'est du réemploi. Donc on a travaillé avec le cartel de Belleville qui rachète en lot des chaises des années 50, 70 au niveau des collectivités. Et ensuite, tout le mobilier que vous voyez sur cette photo a été réalisé, on l'a dessiné à l'agence, et il a été réalisé par une petite société à Saint-Denis. Donc on a essayé de travailler le circuit court au maximum. Pareil pour les luminaires, c'est une société qui est dans le 11e arrondissement qui recycle des matériaux. Donc voilà, la salle de bain avec également un éclairage naturel. Et là, on a un petit exemple du mobilier qui a été réalisé par Synapse. C'est un mobilier qu'on retrouve dans tous les logements, qui se décline un petit peu au niveau des couleurs, mais qui reste similaire. Et là, c'est le banc dans le hall d'entrée, qui a été également réalisé par Synapse. Là, on revient sur la salle polyvalente au rez-de-chaussée de la Sirène, donc qui répond en fait le dessin des écailles, qui est devenu aussi leur logo. Donc, on est très content qu'il soit ainsi. C'est donc c'est une salle tout en acoustique, mis au plafond, dans laquelle qui accueille aussi non seulement la Sirène, l'association, mais aussi des chorales du quartier. Et c'est cette salle-là qu'on voit aussi au rez-de-chaussée, elle est là, avec donc sous-relevé de la rue, et qui devient une vraie scène culturelle pour le quartier. C'était aussi un des choix qui a permis qui a donné en fait des forces au projet. Donc voilà, je voulais vous montrer. Et on voulait aussi montrer une autre image pour démarrer un autre projet. Donc c'est des carrières dans les Vosges. Ça illustre aussi pour nous un moment assez important de l'agence. Et puis en général, je pense qu'on est tous concernés. Ça illustre un basculement aujourd'hui dans la profession. On recherche aussi des matériaux biosourcés et géosourcés. On est tous à la recherche en fait décarboner en fait la construction. Et donc ici la pierre fait écho à cette recherche là qui se confronte souvent aussi à des inerties économiques et des mises en œuvre des entreprises qui ont des fois du mal à mettre en œuvre ce type de nouveaux procédés, enfin ces procédés qui sont un petit peu oubliés. Et donc c'est donc un projet qu'on va vous montrer. C'est un projet qui se situe au nord de Paris, dans le 18e, Lolo Hébert, lotissement Hébert, l'OF. Pour les clients, c'est Paris Habitat, et c'est la construction des 71 logements en BRS, une maison de santé et un local d'artisanal au rez-de-chaussée. Donc nous travaillons en association avec l'agence d'Échelette. C'est donc le lieu, c'est une friche ferroviaire
et au nord de Paris, un lieu assez exceptionnel qui va accueillir donc un nouveau quartier qui est porté par l'espace ferroviaire et en urbanisme par l'agence LAC, Claire Shorter, qui porte ce projet, que je pense que vous connaissez pas mal, avec Jacqueline Hosty en paysage, et qui va accueillir 800 logements avec 10 hectares autour d'un square des 4000 mètres carrés qui est ici. L'autre projet, c'est le lot F. Il se situe ici et il est à côté d'un projet porté par l'agence Solane, et de l'autre côté, on a un projet porté par l'agence Canton et Yang Xiao. Voici la fiche des lots. Je vous la montre parce que ça met en évidence la question de comment habiter face au rail. Et voici le projet que nous développons en ce moment, le PC déposé. C'est donc un projet complètement en pierre massive, avec un socle commun des quatre niveaux et une émergence en R+11. Donc un petit enjeu, enfin un vrai enjeu pour tout ce qui est réglementation. Nous avons travaillé aussi ici, donc la façade avec un type de fenêtre. Donc tout se passe autour de cette fenêtre-là, qui vient accueillir non seulement la menuiserie, mais aussi une loggia qui permet de réduire tout ce qui est les ouvertures, en fait, simplifier en fait la façade pour créer des ouvertures et un espace de vie qui préserve l'intimité des locataires, mais qui met une distance vis-à-vis du bruit des rails et qui permet aussi une protection solaire pour les périodes estivales. Ici, la façade du projet, dans laquelle on voit les différents modes d'habiter. On a donc l'émergence qui accueille des logements, les logements collectifs, des simplex avec une vue lointaine, et le socle qui est un R+4, où on trouve des maisons habitées en duplex qui, en coupe, on voit, qui se déploient autour d'un jardin en pleine terre, un jardin d'hiver, un jardin humide qui devient un vrai îlot de fraîcheur pour ce bâtiment-là, et qui va préserver aussi l'intimité des résidents. Et ici, on est au cœur de l'îlot, sur une des coursives, puisque pour gagner de la place et avoir le jardin le plus généreux possible, on a utilisé un système de coursives qui permettait de donner des extérieurs supplémentaires. Et on a au dernier étage une terrasse commune accolée à une cuisine qui permet d'avoir des activités à tous les habitants de la copropriété. Donc voilà, on a fini de présenter nos 5 projets. Nous, on essaye toujours de développer les projets suivant nos convictions, suivant nos valeurs, en travaillant. On essaie de travailler avec le maximum de générosité et toujours avec le plaisir. Et en fait, pour nous, l'architecture est dirigée vers l'humain. Elle génère des émotions. Pour nous, l'architecture, c'est quelque chose qui est vivant. Et ce qu'on aime bien, c'est quand la matière disparaît pour laisser place, en fait, aux sensations. Voilà. Ça, c'est l'agence. Merci. Merci. Je laisse là. Là, c'est un projet à Nantes. Allô? Merci à tous les deux pour cette belle présentation avec ces 5 projets, dont un qui n'est pas encore construit, d'après ce que je comprends, qui est en cours. Et puis merci, parce qu'effectivement, je passe très souvent au pied du bâtiment de la rue d'Arron, et le fait d'entendre la chorale, c'est très souvent, c'est un très beau moment.
de rentrer et d'entendre la musique, le piano, quand on rentre chez soi, d'avoir ce moment musical avant de rentrer dans son immeuble. Donc merci pour ça. On va, si vous avez des questions à leur poser, j'imagine, on va faire tourner le micro. Bonsoir, merci pour la présentation, très intéressant. Si bien le titre c'est Triangle of Happiness, je voudrais voir la relation que vous faites entre le titre et vos projets. En fait, pour nous, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer un petit peu au début, c'est qu'il y a toujours une énergie et une dynamique au démarrage d'un projet, et on a essayé de chercher à chaque fois. En fait, on a regardé un petit peu nos projets et on a essayé de retrouver la dynamique qui nous avait animés au démarrage. Et donc, en fait, c'est cette synergie-là qui est unique sur chaque projet et qui nous fait avancer, en fait. Parce que quand on est dans le processus de création, nous, ce qui nous motive énormément, c'est d'arriver à amener un bâtiment qui puisse améliorer le quotidien. Et donc, c'est cette recherche, en fait, d'aller vers le mieux. C'est aussi un questionnement qu'on se fait à chaque projet, à chaque phase, sur comment arriver à tendre vers cette bien-être. Et donc, cette triangulation, des fois, elle commence, c'est qu'il y a des principes, mais des fois, on vient à chaque projet intégrer des nouvelles contraintes qui vont faire que ça évolue et qui vont faire évoluer et voir changer le projet, souvent en mieux. Et donc voilà, c'est un peu ces jeux-là qui vous voulez intégrer, présenter. Merci. Bonsoir et merci pour votre présentation. J'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce qu'on fait pour réaliser sa première commande avec la RIVP? Comment ça nous tombe dessus? Ouais. Et la seconde, c'est de savoir comment vous analysez aujourd'hui les conditions de la commande dans le logement, et notamment dans les inégalités foncières, notamment. C'est vrai que nous regarde avec un regard nantais, un peu envieux, certains détails, certaines réalisations de grande qualité, qui, je pense, dépendent beaucoup de votre attention, mais aussi de certaines marges de manœuvre financières ou de densité qu'on n'a pas toujours partout. Voilà, savoir un peu quels sont les invariants que vous défendez, quelles que soient les conditions de la commande. Quels sont... Donc, en fait... On a eu de la chance par rapport à la RIVP. Nous, on est arrivé, on a créé notre agence en 2007 par là, et c'était un moment où les bailleurs sociaux faisaient une ouverture pour les jeunes agences. Donc, on a eu cette chance de faire partie des agences qui étaient aidées par les bailleurs sociaux. Ensuite, on a été sélectionné sur un concours et il fallait le gagner. C'était le premier projet qu'on a eu avec la RIVP, c'était pas les Lilas, c'était un autre rue Legendre. Et le deuxième concours, donc c'était celui qu'on a fait avec l'agence Chartier-Dalix. Et là, c'était un budget de 20 millions d'euros. C'est pour ça qu'on s'est regroupé, parce qu'on savait que tout seul, on devait être 4 dans chaque agence. Donc, on savait que tout seul, on pouvait pas y arriver. Donc, on s'est regroupé. C'était un moment où les agences s'associaient pas trop. C'était un peu le début. Et en fait, ça a marché. On était contre des agences qui avaient Pignon-sur-Rue, il y avait Fouxas, mais on était hyper motivés. On bossait nuit et... Enfin, non, on a beaucoup travaillé. On voulait absolument le gagner. Et pour répondre à la question de la commande aujourd'hui, comment on le voit par rapport à nous, comment on fait pour garder une qualité, c'est ça? Ouais. Alors, aujourd'hui,
nous, on a la chance d'être un peu reconnus au niveau du logement, parce qu'on on a bénéficié de projets qui avaient des beaux budgets. Et en fait, la commande du logement, elle vient à nous. Et en fait, on peut être sélectif. On n'accepte pas les projets où on trouve pas d'intérêt, en fait. S'il n'y a pas un intérêt au niveau de la matérialité, au niveau du programme, en fait, on n'y va pas. On a déjà refusé des gros programmes, mais qui n'avaient pas de budget. Donc, en fait, on a un petit peu ce luxe de pouvoir le refuser. Et c'est comme ça qu'on arrive à affiner nos commandes. Mais en dehors du budget, je pense que c'est intéressant de ce qu'il dit Christelle, c'est on cherche à trouver du plaisir. En fait, on passe tellement de temps à développer un projet, pas du moment qu'on fait le concours jusqu'à la réception de l'ouvrage, il y a des années qui passent, donc on cherche à trouver du plaisir sur un projet. Donc ça peut être la taille, ça peut être aussi le programme, ça peut être aussi le principe. Donc pas forcément un gros projet, hein, mais je pense que la clé pour nous c'est ça, trouver le plaisir ou trouver quelque chose qui va nous motiver, qui va nous stimuler. Enfin, on a besoin. Nous, on veut pas s'ennuyer avec ce travail. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup, et donc il faut qu'il y ait quelque chose qui nous stimule. Et puis, je pense que ça, c'est un peu comme pour tout. Enfin, s'il y a quelque chose qui te motive, tu peux aller chercher la solution, aller chercher la variante qui fait que même si t'as pas de moyens, trouver peut-être l'espace, la matérialité, voilà, quelque chose qui crée une dynamique. Et ça, ça fait partie du triangle of happiness. Merci pour votre conférence. Et puis, moi, ce que je remarque, c'est évidemment le travail sur la matérialité, la mise en œuvre du matériau, des matériaux. Et en fait, je voulais savoir une question assez simple, c'est est-ce que vous suivez au chantier? J'imagine que oui. Parce que ça fait partie des questions, en fait. La question, c'est est-ce que vous suivez vos chantiers pour arriver justement à cette qualité de mise en œuvre? Parce que quand on voit les choses, elles sont très bien placées, elles sont mises en œuvre de manière précise. Et j'imagine mal que ça soit fait sans vous, quoi, en fait. Et donc, comme on est dans une école d'architecture, je me dis que, et comme la situation actuelle, quand on parle des promoteurs, finalement, en fait, ou de la commande privée, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent une distinction entre le projet lui-même, en fait, et puis après, ce qu'on appelle la fameuse MOX, en fait, maîtrise d'exécution. Et je voulais savoir comment vous positionnez par rapport à ça, et est-ce que vous imposez, finalement, parce qu'aujourd'hui, on peut dire ça, c'est qu'il faut imposer cette volonté de suivre le chantier, et donc, voilà, c'est la question. C'est Miguel qui va surtout répondre, parce que c'est plutôt Miguel qui va en chantier, mais moi je trouve qu'on les suit beaucoup, on les suit trop, quoi. En fait, quand on est à la mission chantier, on peut y aller tous les jours quasiment. Mais bon, je vais laisser Miguel répondre. Non, mais en fait, on suit nos chantiers. Enfin, on essaie d'étendre vers la mission complète, mais on l'a pas toujours, hein. On a montré un projet lequel on l'avait pas vraiment. À Toulouse, on n'a pas la mission chantier, on a la mission suivi architectural. Voilà. Et donc du coup, en fait, je pense qu'il faut qu'on arrive quand ça arrive, on arrive à équilibrer le dosage et pour suivre assez pour que ce soit respecté. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas toujours évident de l'avoir, mais nous on se bat en tout cas pour l'avoir. Je crois qu'on est plus à l'aise avec une mission complète. Nous on fait tout pour l'avoir. Sur Nantes, on n'avait pas eu la mission chantier non plus. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on cale bien un détail de façade qu'on discute avec l'entreprise et essayer d'avoir des bons rapports avec le MOX. Mais oui, le but, c'est d'avoir le chantier. Il n'y a pas de secret, de toute manière. Quand on aime un projet, on essaye d'avoir le chantier, sinon on n'y arrive pas. Eh bien, si c'est fini, nous, on voulait juste vous illustrer un petit peu ce moment où l'architecture se dématérialise et laisse place aux émotions. Voilà.
Donc ça, c'est la sirène, une fois que le bâtiment a pris vie. Voilà, merci. Merci beaucoup. What if I gave my brain to a billionaire and he put a chip in it? Would I become insane or the perfect man you wanted me to be? What if I didn't cry but forgot to laugh and love you like I did? What if I didn't die? Would we last a lifetime, days, or eternity? Give me something to believe. I will promises I'll keep. No ring will put me on one knee. Swear to God I'll never see. What if I gave my soul to a billionaire and he monetized it? Would you pay the fees for the memories? Would you recognize me? What if our fights were in gigabytes? Would you deny? What if you didn't die? Pixelized, would you stay with me till eternity? Give me something to believe. I will promises I'll keep. No ring will put me on one knee. Swear to God I'll never see. It's my digital prayer. It's my digital prayer. It's my digital prayer. It's my digital prayer. Give me something to believe. I will promises I'll keep. No ring will put me on one knee. Swear to God I'll never see. I'll never see. I'll never see. I'll never see.